Bienvenue dans ce deuxième atelier organisé par le collectif de l'Appel pour une région des Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Alors normalement, dans le lien Facebook ou dans le lien Zoom, vous devez voir apparaître le site de l'Appel. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore temps, vous pouvez le signer, il n'est pas trop tard. Alors je me présente, je suis Lucie Etonneau, coprésidente du groupe écologiste et citoyen à la région des Pays de la Loire. Je suis chef de file Europe Écologie Les Verts pour l'élection régionale 2021. Alors ce soir, nous allons aborder la démocratie participative et le rôle qui m'a été confié, c'est d'animer cet atelier, de distribuer la parole, de faire en sorte de garantir un débat constructif et serein. L'objectif de cet atelier, c'est vraiment de partager nos expériences, des possibles solutions, des points de vue, de contribuer au débat d'idées dans l'optique demain de dégager des pistes de propositions sur ce thème de la démocratie pour les élections régionales et pour le prochain mandat. Alors, une fois que nos trois grands témoins se seront exprimés, vous aurez l'occasion de poser vos questions et de partager aussi vos analyses, soit via Zoom, via le question-réponse, soit directement en prenant la parole, mais également sur le Facebook Live. On vous demandera juste des interventions concises, bref, d'aller droit au but pour pouvoir entendre le maximum de monde. Alors, nous finirons vers 20h45. Vous pouvez déjà commencer à rédiger vos questions sur les chats et on va commencer cet atelier. D'abord, j'aimerais partager un constat, celui d'une démocratie représentative qui traverse une crise, et une des réponses possibles, c'est cette double nécessité, à la fois de démocratie participative et à la fois de repenser un renouveau d'une république qui est à bout de souffle. Cette crise, elle est caractérisée par la montée de l'abstention, on l'a encore vu aux dernières élections municipales. Elle est caractérisée également par la perte d'influence des partis politiques ou des syndicats, ou encore par le lien distendu, parfois même par la méfiance réciproque entre élus et citoyens. Pour nous, écologistes, il y a un véritable besoin de créer de nouveaux espaces de dialogue, d'échange, d'imaginer des dispositifs nouveaux, inédits, pour décider et faire ensemble. Et sortir quelque part de cette culture parfois du débat binaire pour développer une culture du partage, de points de vue et de construction de décisions, à la fois par le consensus, le dissensus ou le consentement, par exemple. Alors ce soir, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Charles Fournier, qui est venu en voisin, vice-président écologiste de la région Centre-Val de Loire. Au début de ton mandat, tu as été délégué à la démocratie et aux initiatives citoyennes. Cette délégation s'est transformée, elle est devenue aujourd'hui déléguée à la transition écologique et citoyenne. Tu as été initiateur au sein de la région d'une démarche faisant vivre une démocratie permanente en Centre-Val de Loire, en lien avec le laboratoire Démocratie ouverte. Et ça a été marqué par un processus original parce que ça a été à l'échelle d'une région et aussi parce que ça a eu des formats innovants. Et ça a donné lieu à une délibération qui a été votée au sein de votre collectivité en mars 2018. Tu as également été initiateur d'une COP régionale Centre-Val de Loire. On a également Armel Lecause. Bonsoir, vous êtes cofondateur, coordinateur du collectif Démocratie ouverte et de son labo également, avec lequel vous menez des expérimentations d'innovation démocratique en partenariat justement avec des collectivités. Vous définissez ainsi votre engagement, vous dites « J'agis au quotidien pour que les démocraties soient plus efficaces et plus responsables ». En 2019, vous êtes engagé, en tout cas, vous avez contribué activement au lancement du collectif des Gilets citoyens, notamment suite au mouvement des Gilets jaunes. Et c'est à l'origine de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un exercice complètement inédit d'une démocratie délibérative basée sur le tirage au sort. Et enfin, nous avons avec nous Mélanie Cosnier, justement citoyenne tirée au sort pour la Convention citoyenne pour le climat, maire de Souvigné-sur-Sarthe depuis mai dernier et depuis peu coprésidente de l'association des 150 CC qui regroupe les citoyens tirés au sort. Et comme moi, une des 800 signataires de l'appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire.
Alors, je le rappelle, l'objectif de cet échange, c'est pour bien orienter nos discussions ce soir, c'est de réfléchir ensemble à la manière dont la région peut innover, expérimenter dans le champ de la démocratie. Alors, comment on retisse des liens entre la région et les citoyens et les citoyennes? C'est possible. Et pour commencer, je laisse la parole à Charles Fournier. Bonsoir, et puis alors, très heureux d'être là en voisin avec le numérique. On peut être voisin de beaucoup de monde. C'est peut-être un avantage qu'il nous offre. Et en même temps, c'est quand même bien de pouvoir se voir en vrai. Donc j'espère que d'autres occasions nous seront données d'échanger en direct. Peut-être la question qui nous est posée nous demande de quelle manière on peut retisser un lien entre citoyens et collectivités, et particulièrement la région. Faut-il que ce lien ait déjà été tissé? La question mérite vraiment d'être posée. Je crois qu'on est plutôt au moment où il faut inventer cette proximité entre les régions et les citoyens. Peut-être est-il utile de dire que la région, pendant longtemps, était d'abord une collectivité stratège, une collectivité considérée comme au-dessus d'autres échelons territoriaux et qui n'avait pas forcément cette connexion directe à la vie quotidienne des habitants, et que la loi NOTRe a transféré aux régions des responsabilités qui nous amènent plus directement dans cette vie quotidienne. On a évidemment les questions d'économie qui étaient déjà là, mais qui se sont renforcées, les questions de formation professionnelle, de transport, les questions de santé, même si la région n'est pas seule sur ces questions-là, elle est aussi en lien avec cette compétence-là. Donc, elle est obligée, comme d'autres collectivités, de trouver sa proximité avec les habitants. Et ça, c'est peut-être le point nouveau qui conduit plus récemment les régions à s'intéresser à cette question-là. Et derrière cette proximité se pose la nature du lien qui se construit entre les habitants et les institutions, ce lien démocratique, ce contrat social qui s'établit entre les habitants et leurs institutions et les élus évidemment qui y participent. En même temps, cette région, c'est une région stratège et donc c'est aussi une collectivité qui accompagne d'autres territoires, et donc elle peut aussi placer ce sujet comme une perspective. Par exemple, l'aménagement du territoire, c'est aussi un enjeu d'aménagement démocratique du territoire. Comment, dans les territoires, on crée les conditions d'émergence d'une démocratie dans laquelle les citoyens, les acteurs trouvent leur place. L'enjeu qu'il y a derrière, la question que nous posons, ce n'est pas tant simplement une affaire d'organisation du lien, mais c'est bien ce contrat qui doit être défini, cette posture de l'élu, cette posture du citoyen, la nature de ce que l'on fait ensemble. Et ça pose une question beaucoup plus profonde, et j'imagine que dans l'échange, nous pourrons en débattre. Alors, néanmoins, pour dire comment on peut retravailler cette question, peut-être le premier point, c'est qu'il faut la travailler de manière permanente. Ce n'est pas une affaire d'événements, ce n'est pas une affaire de moments ponctuels où on créerait une relation particulière, mais c'est comment dans la vie de l'institution, dans la vie de la relation avec les territoires, on crée les conditions d'une relation permanente. D'où, dans ma région, nous avons parlé de démocratie permanente, une démocratie qui vit partout et tout le temps. Et ça, c'est un point, on pourra en échanger, et qui est extrêmement important. Le deuxième, c'est qu'il faut partir de la vie des gens, de leur territoire. Il ne faut pas partir seulement d'une offre de participation de l'institution, mais bien se réancrer dans les réalités des habitants, dans ce qui est concret pour eux, dans les questions qu'ils se posent et pas simplement les questions qu'on a envie de leur poser. C'est un point extrêmement important. Il faut partir des lieux où on peut se croiser et fabriquer cette participation. Et je crois qu'une région, c'est aussi dans ses responsabilités une collectivité qui peut accompagner l'émergence de lieux incubateurs de cette participation, de cette citoyenneté active ou rendue possible par l'institution. Le troisième point, c'est qu'il faut varier les façons de faire. Il n'y a pas une forme de participation, il n'y a pas un outil miracle qui permet de répondre à tous les sujets de la participation. Il y a plein de sujets de participation qui sont posés, et à chaque fois, il y a à inventer des formats particuliers. La Convention citoyenne pour le climat, le JIRI citoyen, moi, dans le mandat qui vient de s'écouler, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs, de tester tout l'intérêt évidemment de ces pratiques-là, mais on peut aller vers de l'arpentage, une tournée citoyenne comme j'ai pu faire dans notre région, aller à la rencontre en immersion dans les territoires. On peut travailler sur des ateliers, il y a plein de formats et il faut adapter les formats en fonction des questions et des sujets de participation qui sont sur la table. Et puis, deux derniers points, je m'arrête là. Un sujet, c'est l'articulation des échelles. La difficulté aujourd'hui, c'est d'être noyé dans une offre de participation qui se construit à tous les étages. Et il faut trouver les moyens de mutualiser aussi cette question de la participation. Dans notre région, on travaille sur une hypothèse qui est la création d'une coopérative régionale de la démocratie permanente, un outil d'organisation du débat public, de facilitation de la participation
qui pourrait se construire avec l'implication des différents échelons de collectivité. C'est un moyen peut-être de dépasser le millefeuille, le fait qu'on se perde au milieu de toutes ces offres de participation. Et puis enfin, peut-être un dernier sujet qui me paraît central, c'est que tout ça suppose des conditions, des moyens internes qu'il faut se donner. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une orientation forte. Il faut des moyens financiers, évidemment, mais il faut aussi une culture interne favorable à cette participation. Il faut emmener toute une administration avec nous pour réussir ce projet d'une nouvelle relation avec les citoyens. Il faut aussi pouvoir tester, expérimenter, il faut travailler avec la recherche. Bref, il faut se situer comme étant un des acteurs de cette participation et développer collectivement une culture dans le territoire de la participation. Voilà 5 conditions rapidement décrites, mais la discussion nous amènera sans doute à rentrer dans le détail, mais 5 piliers pour moi d'une relation réinventée entre l'institution et les habitants, puisque c'était ça la question initiale. Merci Charles Fournier. On va laisser la parole à Armelle Lecause qui peut peut-être aussi nous présenter quels sont les piliers aussi pour démocratie ouverte, pour retisser des liens entre les collectivités et les citoyens. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Du coup, ce qu'on préconise, nous, nos valeurs fondamentales au sein de démocratie ouverte et les 3 piliers pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, c'est d'une part la transparence. On a souvent des citoyens qui ne comprennent pas forcément le qui fait quoi et comment sont prises les décisions, comment eux, ils peuvent agir en tant que citoyens. Et puis souvent, on a des institutions qui communiquent d'une manière assez descendante, qui peut être vécue comme condescendante par beaucoup de citoyens. Et donc, il y a un vrai sujet autour d'avoir une transparence beaucoup plus importante et une communication beaucoup plus authentique avec des collectivités qui ne se drapent pas dans une forme derrière le drapeau de la République, mais qui acceptent d'être dans l'expérimentation, dans l'essai-erreur, dans l'amélioration continue et dans d'autres formes de relations avec les citoyens. Donc, premier pilier, la transparence. Le deuxième, c'est celui de la participation des citoyens et notamment de leur développement du développement du pouvoir d'agir, faire en sorte qu'on ait des citoyens qui soient tous de plus en plus en capacité de s'engager en faveur de l'intérêt général et que les collectivités locales ne considèrent pas qu'elles ont le monopole de l'intérêt général parce que c'est aussi aux citoyens de s'engager et de s'impliquer et c'est du rôle des collectivités de leur proposer des opportunités d'implication et d'engagement. Donc la participation citoyenne. Et puis le troisième pilier qu'on défend avec démocratie ouverte, c'est celui du collaboratif, de la coopération, c'est-à-dire que sur un territoire, il y a un maillage de différents types d'acteurs, dont les collectivités sont un des acteurs, mais il y a des associations, il y a des entreprises, il y a différents échelons de collectivités. Et du coup, il faut réussir une bonne coopération entre ces acteurs pour répondre ensemble aux énormes défis qu'on a face à nous. Donc, transparence, participation et collaboration, qui sont les 3 piliers de démocratie ouverte. Pour répondre à la question de comment est-ce qu'on peut recréer du lien, rapprocher les citoyens et leurs institutions, notamment une institution régionale, je pars sur 3 propositions très concrètes. En fait, vous l'avez dit, on a un labo avec démocratie ouverte qui nous permet de mener des expérimentations avec les collectivités locales. Et donc, on fait des propositions d'expérimentation. Et parmi ces propositions, moi, je trouverais intéressant qu'on puisse tester la mise en œuvre de RIC. Donc, vous vous souvenez des Gilets jaunes et d'une demande phare assez centrale qui était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et qui, pour moi, peut être une bonne idée si ça devient un RIC délibératif, c'est-à-dire une pétition qui puisse, donc des pétitions, c'est-à-dire démocratie d'interpellation, qui, avec un certain seuil, puisse déclencher une convention citoyenne, donc la démocratie délibérative, qui puisse avoir le pouvoir de déclencher un référendum, donc de la démocratie directe, et tout ça en lien évidemment avec la démocratie représentative liée à l'élection. Et donc si on vient mailler de manière assez fine ces différents niveaux et ces différents types de démocratie, on peut être sur des choses assez puissantes. Donc testons le RIC délibératif. On a une note de Terra Nova à laquelle Démocratie Ouverte a contribué, qui est assez intéressante pour définir et décrire en détail ce à quoi pourrait ressembler ce type de dispositif. Deuxième proposition, moi je trouverais intéressant de doter tous les habitants du territoire d'une carte et d'un compte de citoyen qui permettent à chacun de développer son pouvoir d'agir, de se connecter aux initiatives citoyennes qu'on a autour de chez soi, de se mettre en réseau, de voter, de signer des pétitions, de voter sur des votations ou des référendums organisés par les différents échelons de collectivités, de se former. Et donc, on aurait des collectivités, notamment des régions, qui deviendraient beaucoup plus animatrices de communautés de citoyens engagés et pas uniquement des collectivités qui mettent en œuvre des politiques publiques de manière
un peu prescriptive et descendante. Et puis, troisième proposition, troisième idée, ça rejoint un peu ce que disait Charles tout à l'heure, de créer des alliances avec les autres échelons de territoire. Moi, je rêverais d'une convention citoyenne qui soit mise en place par une région, mais dans laquelle soient aussi impliqués des départements, des communautés de communes, des mairies, et du coup que ces différents échelons se mettent à utiliser les mêmes outils et proposer des opportunités d'engagement communes aux citoyens. Et du coup, on serait vraiment dans une logique de centré utilisateur, presque une logique de design où c'est le citoyen n'a pas à se poser la question de qui a quelles compétences, etc., mais où le millefeuille territorial est un peu effacé derrière une proposition d'engagement et de participation qui est préparée et coordonnée de manière collective par les institutions en amont. Voilà 3 propositions, mais je serais ravi d'en débattre par la suite. Merci Armelle. On va laisser la parole à Mélanie Cosnier qui justement va pouvoir revenir sur son expérience de citoyenne tirée au sort et apporter sa réponse aussi à cette question de comment recréer plus de liens entre la région et les citoyens et citoyennes. Bonsoir à tous. Donc moi, effectivement, je fais partie des 150 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'ai un constat sur la région, c'est qu'aujourd'hui, le simple citoyen ne connaît pas les actions du conseil régional. Preuve en est que les élections régionales déplacent très peu d'électeurs, et j'étais dans ce cas il y a encore quelques mois. Suite à ma participation à la Convention citoyenne pour le climat, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je me suis d'ailleurs rendu compte, après avoir rencontré des élus de différents partis, que beaucoup avaient des idées convergentes sur les actions à mettre en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le sujet pour lequel je m'investis aujourd'hui suite à ma participation à la Convention citoyenne. Mais que ces actions ne voient pas forcément le jour, peut-être à cause justement du fait qu'ils ne sont pas du même parti. L'expérience de la Convention citoyenne, qui a réuni 150 citoyens tirés au sort issus de tous les bords politiques, a montré que l'intelligence collective permet d'obtenir un consensus sur les sujets importants en dépassant ces divergences. Cette expérience a également montré, contre toute attente de la part de certains, que la participation citoyenne permet aux gens de s'intéresser à la politique. De plus, les citoyens de la Convention citoyenne sont devenus des ambassadeurs de leurs mesures et ont permis de faire descendre le sujet du réchauffement climatique dans le débat public. Voilà, moi, je préfère laisser du temps pour les questions des participants parce que je pense que c'est très important, la participation citoyenne. Merci. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette prise de parole courte et pour laisser justement place au débat et aux questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées via Zoom ou via Facebook. Peut-être les premières questions pour Charles Fournier. Une question notamment de Michel. Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets de sujets débattus en Centre-Val de Loire qui ont fait évoluer des décisions de la région? Et puis une deuxième question aussi sur l'expérience Centre-Val de Loire qui a mis vraiment la démocratie en haut de son agenda politique. Quels sont les formats de participation qui ont été le plus fructueux dans la région? Waouh, le tout avec une réponse très courte. Alors, sur le premier sujet, sur la question de la démocratie, nous avions fait un choix qui était d'aller poser cette question sans prédéfinir ce que devaient être les réponses. C'est-à-dire qu'on a mis sur la table la question de la démocratie. On a été rencontrer les habitants de notre région pour dire, mais finalement, qu'est-ce que nous pourrions faire ensemble pour faire progresser la démocratie? Et ça, je peux dire que ce travail-là a conduit à une délibération. Je l'ai mis en lien, vous la trouverez dans le lien que j'ai mis dans le chat. Et dans cette délibération, on a voté 25 mesures pour enrichir la démocratie. On a ouvert des chantiers extrêmement concrets pour soutenir, par exemple, les initiatives citoyennes. On a un dispositif assez fantastique en région qui s'appelle À vos idées, qui permet de soutenir des projets coopératifs dans les territoires. Ça a été amplifié, élargi, et ça a donné naissance à un laboratoire régional qui s'appelle Oxygène, qui permet de raconter ces belles histoires d'entreprendre citoyens. Voilà un exemple concret qui est né de tout le travail qui a été engagé en début de mandat et qui, je crois, a amené une transformation, en tout cas, dans nos façons de prendre des décisions dans la région. Sur la deuxième question, la deuxième question, juste pour me la redire, la deuxième question, c'était quoi, Lucie?
C'était les formats de Toi-même, participation. tu te rappelles plus. Ah oui, oui, pardon. Les formats de participation. Alors, je crois que celui qui a été le plus inédit et peut-être le plus probant, et Armel pourrait partager avec moi parce qu'il était là, c'est quand même la tournée citoyenne pendant 1 an dans les territoires. C'est-à-dire qu'on a fait 32 journées d'immersion totale dans les territoires, du matin au soir. On poussait même l'exercice jusqu'à aller dormir chez des habitants de la région. Et dans ces 32 journées dans les territoires, on a rencontré beaucoup de monde. On a récolté plus de 500 propositions pour enrichir la démocratie. On a rencontré beaucoup d'acteurs inspirants, 120 initiatives inspirantes dans les territoires, mais on a aussi rencontré des gens en colère, des gens qui mènent des luttes, et on a rencontré là, de ce côté-là, de l'expertise pour nourrir aussi nos réflexions. Et donc, je pense que cette façon de faire, cette immersion réelle dans la vie des territoires, dans la vie des gens, donc je crois que la région doit travailler à cette proximité, et ce type de démarche, voilà, on l'a reproduit plus tard en faisant des tournées dans les territoires avec notre Convention citoyenne pour le climat régional, où on a emmené les personnes tirées au sort, on a emmené des acteurs associatifs, on a emmené des chercheurs en bus faire des tournées dans les territoires à la rencontre des initiatives présentes dans les territoires. Et ça crée aussi d'autres formes de relations extrêmement intéressantes. Voilà deux exemples, mais qui relèvent de la même idée de ce qu'on fait parfois dans la politique de la ville, c'est-à-dire de l'arpentage, des diagnostics en marchant. Et bien là, à l'échelle d'une région, ça prend des formats un peu plus grands, mais c'est, je crois en tout cas, extrêmement stimulant, et ça invite aussi les élus à changer de posture. En complément, ce qu'on a testé durant cette tournée citoyenne, qui pour moi était assez intéressant. À chaque fois, on allait tester aussi des formats et des méthodes et des manières d'approcher les citoyens qui étaient différentes en fonction des citoyens. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a évidemment jamais une réponse unique à la question de comment est-ce qu'on va faire participer et réussir à recréer du lien entre citoyens et institutions, parce que ça dépend et du citoyen et de l'institution, mais aussi du contexte, ça dépend de tout un tas de sujets. Malgré tout, il y a des ingrédients qui marchent bien. Quelque chose qui a bien marché en fait dans nos tournées citoyennes, c'était par exemple le fait de faire du convivial, du festif. On a organisé une guinguette citoyenne, une kermesse citoyenne, ce type de format où finalement on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. C'est pas parce qu'on parle politique ou qu'on essaye de trouver des solutions à un territoire que ça doit forcément être chiant ou compliqué. Et donc du coup, voilà, les formats où en même temps on réussit à prendre du temps pour se connaître les uns les autres, pour créer du lien et pour faire la fête, mais aussi on réussit à contribuer et à donner du participatif, à faire du participatif. On a testé d'autres formats assez intéressants en venant se greffer à des fêtes de quartier, par exemple, ou à des matchs de foot, et dans lesquels on a réussi à faire participer des citoyens très éloignés des institutions d'habitude. On a été dans des entreprises, et à l'intérieur d'une entreprise, quand on fait participer les salariés, les salariés, c'est un public captif d'une certaine manière, et ils ne seraient jamais venus dans une réunion publique ou dans un truc plus classique. Et là, du coup, ils prenaient sur leur temps de travail et pas leur temps de loisir ou leur temps de famille. Donc voilà, il y a plein d'endroits où on peut venir apporter de l'innovation aussi dans des méthodes et des manières très fines d'organiser la participation et l'engagement citoyen. Merci. Alors, je vais prendre la question de Cécile Chirac, et du coup, qui s'adresse plus à Mélanie, et ça rejoint ce que tu viens de dire à la fin, Armel, sur le temps disponible. Donc, je lis son intervention, puis je laisserai Mélanie ensuite répondre. Est-ce que la participation des citoyens n'est pas aussi une question de temps disponible ? Comment la répartition du temps de travail, des temps de réflexion ensemble, d'engagement de chacun peut-elle être réfléchie pour améliorer la proximité ? Voilà, venir à un atelier de réflexion après une journée de travail me coupe de d'autres fondamentaux, ma vie de famille, le temps de détente. Il me semble que les participants de la Convention citoyenne pour le climat ont eu du temps pour s'informer et que ce temps-là était rémunéré. Mélanie, je te laisse apporter des éléments de réponse à Cécile Chirac. Donc, Cécile, la Convention citoyenne pour le climat, à l'origine, c'était 6 sessions, une session toutes les 4 semaines au CESE à Paris. Donc, ça commençait le vendredi midi, ça finissait le dimanche soir, et c'était donc, à l'origine, c'était de début octobre à fin janvier. Après, on a eu les grèves de transport, le confinement, ça a été plus long, on nous a rajouté une session. Mais le fait est que c'est du temps sur le temps personnel, sur le temps de famille et sur le temps
comment dire, le troisième terme, je ne sais plus, bref. Mais après, moi, j'ai pris ce temps pour travailler dessus. C'est aussi une richesse parce qu'on a rencontré les 149 autres citoyens, on s'est cultivé, on s'est informé, on a eu énormément d'informations. Moi, je dis souvent que j'ai remis mon cerveau en route, en fait, et que c'est une richesse incroyable, cette participation citoyenne. Et moi, je le souhaite à tout le monde, même si effectivement ça prend du temps. Les informations, on les a eues lors des sessions, du vendredi midi au dimanche soir, à chaque fois. Voilà, donc moi, je recommande à tout le monde de participer à ce genre de convention citoyenne parce que c'est vraiment un truc incroyable qu'on fait qu'une fois dans sa vie, quoi. Et du coup, alors vous n'étiez pas rémunéré, vous étiez indemnisé Si. On était indemnisé. On était indemnisé par jour de présence à hauteur des jurés d'assises. Et ensuite, on avait une indemnité également pour les personnes qui le demandaient, pour garder les enfants. Et pour les personnes qui, normalement, devaient travailler le vendredi après-midi ou le samedi, on était rémunéré à hauteur du SMIC horaire. Donc, par exemple, on avait un chirurgien, forcément, ça ne correspond pas à son salaire en temps normal, mais tout était mis en œuvre pour que tout le monde puisse participer parce qu'on avait toutes les strates de la population, de la mère célibataire ouvrière au chirurgien qui n'a pas forcément le même salaire. Voilà, donc tout était mis en œuvre pour que tout le monde puisse participer à cette convention citoyenne sur ces 6 week-ends à l'origine et 7 au final. Je peux juste dire un petit mot, Lucie, en complément sur la question du temps. Je pense qu'elle est essentielle et il y en a une deuxième qui va avec, c'est celle de la concordance des temps. C'est qu'il faut aussi faire se rejoindre les temps de l'expert, les temps de l'élu, les temps du citoyen. Et que souvent, les formats proposés tiennent assez peu compte de cette concordance des temps. Et puis, un deuxième élément central, c'est qu'on passe 80% du temps éveillé dans l'entreprise. Et donc, du coup, si on ne travaille pas la démocratie dans l'entreprise, et il y a des enjeux autour de ça, alors elle ne progressera pas globalement. C'est-à-dire que la part de la relation avec les institutions est importante, mais on a tendance à tout centrer là-dessus, alors que ce qui se passe dans la vie du travail, c'est aussi un enjeu démocratique central. Et moi, je veux bien aussi apporter deux éléments. Un premier élément qui est, et Mélanie en témoigne à merveille, c'est la force de ces processus participatifs, notamment les processus délibératifs, pour former les citoyens et pour créer de l'engagement et de l'implication. Sur tous les processus que j'ai pu voir ou vivre, et notamment la Convention citoyenne climat, mais d'autres aussi, quand on a ce type d'engagement très fort, derrière, ça vient vraiment contribuer à la formation des citoyens, et on voit des citoyens qui s'engagent en politique, d'autres qui s'engagent auprès d'associations, dans des ONG, qui continuent leur action, et donc c'est vraiment un point assez essentiel. Et l'autre point sur le temps, moi je trouve que ça rejoint la question du revenu de base, du salaire à vie, etc. C'est à l'échelle, alors on n'a peut-être pas tous les leviers à l'échelle d'une région pour faire ça, mais à une échelle nationale et même à une échelle d'une région avec de l'expérimentation, il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on réussit à donner du temps à ceux qui souhaitent s'engager et s'impliquer en faveur de l'intérêt général, et à faire en sorte qu'il y ait des congés citoyens, à faire en sorte que voilà, on puisse participer sans que ça soit un sacrifice et sans que ça soit que ceux qui culturellement ou sociologiquement ont du temps qu'ils peuvent consacrer beaucoup plus facilement, qui est vraiment accès à la participation, pendant que les autres triment au boulot et n'y ont pas accès. Pour peut-être revenir à la collectivité, il y a une question. Vous avez remarqué, alors plutôt à Charles Fournier, s'il pouvait revenir sur le frein que pourrait ou que pouvaient constituer les services à la connexion élus-citoyens. Et ça rejoint peut-être aussi ta concordance entre élus, citoyens et services aussi qui est nécessaire pour ce type de dispositif. Ah, excellente question. Je pense que j'ai un peu, au début du mandat, négligé cet aspect de l'interne. Et je suis parti plus bille interne vers l'extérieur. On est parti à la rencontre des citoyens, à la rencontre des territoires, à la rencontre des habitants, et pensant qu'on allait assez facilement emmener toute l'administration avec nous. Et je crois que sa propre préoccupation du positionnement de l'expertise, puisqu'ils ont un positionnement d'expertise dans cette relation triangulaire entre l'expert, le citoyen et l'habitant,
elle est un peu essentielle et il faut aussi la poser en interne. Il faut aussi travailler cette question en interne. Ce qu'on a fini par faire, parce qu'on a mis en place un cercle de démocratie permanente avec des personnes issues de chaque direction, on a travaillé sur des entretiens pour les accompagner, chacun dans leur démarche d'amélioration de leur pratique au quotidien. On a créé un lab interne, on a créé une direction de la transformation numérique et citoyenne. Donc, on a progressivement travaillé cette question. Mais je dois dire que les résistantes, elles ont plutôt été par le haut de la mécanique. C'est-à-dire que le système pyramidal conduit tout en haut à finalement avoir plus de mal avec ce qui se passe parfois tout en bas. Je vais vous donner une anecdote. Quand on a mis en place notre kermesse citoyenne, Armelle, tu te rappelles, c'était les habitants qui avaient proposé ce format-là. C'est remonté à la région, c'est remonté tout en haut. Et c'est redescendu comme on va quand même pas faire une kermesse, c'est pas très sérieux pour une région. Et donc, il y a eu blocage. C'est redescendu et on a dit aux gens, la région, elle a un petit problème avec. Et là, on a eu une fin de non-recevoir. Les gens ont dit, nous, on arrête si on ne fait pas la kermesse, parce que c'est le truc qu'on a travaillé. On a finalement fait la kermesse et ça a été le moment sans doute le plus réussi de toute la tournée. Parce que ça, voilà. Et simplement pour dire que là, il y avait un tel éloignement que c'était perçu comme un truc finalement pas très sérieux, alors que ça partait de la vie des gens, ça avait été construit par des habitants et ça a été très efficace. Et voilà. Donc il faut embarquer évidemment l'ensemble de l'administration sur ça. Alors après, il faut donner les moyens à l'administration. Il faut lui donner les moyens de cette transformation. Il faut créer de l'espace à la créativité, à l'échange autour de ça. Et là-dessus, il y a peut-être quelques sujets aussi d'empilement des dossiers sur les bureaux. Et il faut en tenir compte. Si on veut vraiment libérer de la force pour ça, il faut donner des moyens pour ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en conclusion. C'est central. Sinon, c'est considéré comme une charge supplémentaire. Il faut réussir à démontrer que ça va permettre de mieux faire ce qu'on a à faire. Et ça, il y a un petit peu de boulot là-dessus. Okay, si vous voulez compléter, Mélanie Armelle, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc, sinon, une autre question. Alors, une question pour Armelle, une question par Facebook de Marie. Au regard de la montée du complotisme et des antisystèmes, il pense entre autres au documentaire Hold Up qui est paru il y a quelques semaines. Enfin, selon la Fondation Jean Jaurès, les complotistes sont proches des extrêmes. Et là, je suis dubitative par rapport au RIC dont vous parlez et dont la façon dont il était présenté par les Gilets jaunes notamment. Alors pour Marie, ce n'était pas du tout constructif, mais anti-tout. Et du coup, elle demande votre point de vue par rapport à ça, peut-être revenir sur cette proposition et l'expliciter. Oui, alors du coup, moi je trouve que les Gilets jaunes, c'est difficile de parler, enfin, c'est pas un bloc qui est homogène et il y a une hétérogénéité très forte de ce qu'on a pu voir sur les ronds-points, dans les assemblées des assemblées et dans les manifestations, etc. Donc, c'est difficile de parler des Gilets jaunes de manière uniforme. Ceci dit, moi, j'ai quand même été extrêmement épaté en fait par le fait que très vite, le constat du problème était très présent sur les ronds-points, de dire mais en fait, le problème, c'est pas tant le prix de l'essence qui augmente ou j'en sais rien quel autre problème, c'est le fonctionnement de notre système démocratique. Et donc oui, dans l'expression de ça, il y a eu des choses qui étaient parfois extrêmes ou radicales, au sens où on prend les choses à la racine. Moi, je ne pense pas que ce soit un mauvais mot, le terme de radical, si c'est pris comme on prend les choses à la racine. Et donc, pour revenir sur le RIC, évidemment, si on veut faire un référendum d'initiative citoyenne en toute matière et sur lequel n'importe quel, avec un tout petit seuil et dans lequel finalement on puisse déclencher des référendums sur tous les sujets sans avoir justement de processus de délibération où on se forge une opinion et on construit un débat de qualité, là le RIC risque d'être un problème et d'être dangereux parce que le référendum, ça peut être aussi de la manipulation, ça peut être aussi une porte ouverte aux fake news, au complotisme, et on voit des référendums qui se sont passés de manière quand même problématique chez certains voisins ou à certains endroits. Donc, du coup, je ne suis pas un ayatollah du référendum à tout prix. Par contre, si on associe cet outil de démocratie directe à un outil de démocratie beaucoup plus intelligent qui est celui de la démocratie délibérative et justement des conventions citoyennes où on prend le temps de se forger une opinion et où du coup la question du référendum, elle n'est pas posée par le politique ni par le citoyen de la rue directement, mais par des citoyens tirés au sort qui ont le temps de se forger une opinion,
là, on peut arriver à des choses extrêmement intéressantes et à des outils très puissants. Donc, ce dont je parle, c'est vraiment le RIC délibératif et pas forcément le RIC pur au sens référendum tout le temps, partout, sur tout. Merci Armel. Une question pour Mélanie est de savoir si l'échelle régionale, si pour elle, c'est l'échelle pertinente, opportune justement pour prolonger un dispositif tel que la Convention citoyenne. Effectivement, oui, aujourd'hui, les mesures de la Convention citoyenne sont reprises, ont été transmises sans filtre par le président de la République à l'exécutif, qui est en train d'élaborer des projets de loi. Ils ont élaboré le projet de loi de finances et là, ils sont en train d'élaborer de projets de loi sur la Convention citoyenne. Il se trouve que nos mesures sont très édulcorées et que certaines n'ont plus aucun intérêt parce que forcément, si on sort toute la mesure, ça ne sert plus à rien. Et moi, je pense qu'effectivement, l'échelle de la région peut être une bonne échelle pour appliquer certaines mesures. Pas forcément celles qui ont été transcrites en loi ou en décret, puisque forcément, ça doit être appliqué par le gouvernement et le Parlement, mais il y a énormément de propositions qui peuvent être appliquées localement par les élus, par chaque citoyen. Le rapport est sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a 500 pages, 149 mesures, parce que le président a donné 3 jokers, mais ces 3 mesures il y en a une surtout qui peut être appliquée. Et oui, effectivement, localement, à tous les niveaux, on peut appliquer les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. Merci. Le tout, c'est de donner confiance et aussi d'assurer des garanties. Et ça a été exprimé aussi par Charles et par Armel. Ça s'est traduit notamment quand vous avez pris votre délibération. C'est un engagement concret aussi de la collectivité qui est de dire on consulte les citoyens, mais on met aussi en place ce que vous nous avez appris et on prend vos mesures telles quelles, sans filtre, ou du moins on les adapte, mais concrètement et sans les édulcorer. Une autre question. Alors, vas-y, Armel. Et du coup, je te pose une question et je te laisse répondre et tu peux ajouter. Il y a une question pour toi. Alors, du coup, je viens de me rendre compte que j'ai commencé par le vous et je finis par le tu. C'est sans doute le format Zoom qui donne ça. Alors, Gilles qui s'interroge autour de la carte citoyenne. N'est-ce pas une remise en cause de la démocratie représentative? Quid des programmes électoraux dans un système comme celui-ci? Finalement, après, bon, ça sera une question pour Charles. Ils disent, est-ce que c'est pas le remplacement des élus par des animateurs et des citoyens encartés? Alors, peut-être, je voulais réagir sur la question de l'échelon régional. Pour moi, c'est là où l'échelon régional est intéressant, c'est que c'est un échelon sur lequel il y a quand même du systémique qui est possible, c'est-à-dire qu'une région, elle est capable de mettre en lien beaucoup d'acteurs à l'échelle de différents territoires, elle est capable de programmer des choses, de mettre en réseau, d'impulser, etc. Et donc, l'échelon régional, il est pas pertinent tout seul, mais par contre, il peut être très pertinent pour lancer des dynamiques, pour favoriser les initiatives citoyennes, pour les mettre en réseau les unes avec les autres, etc. Et donc, moi, je considère qu'un des rôles de la région, c'est justement de faire en sorte d'outiller et les citoyens en direct, mais aussi les associations, les collectivités locales et notamment les petites mairies sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire, mais pas beaucoup de moyens. Et donc, si on a le support et le soutien d'une institution régionale, ça peut permettre de démultiplier aussi l'action. Et donc, l'échelon régional, il est intéressant notamment sous cet angle-là. Sur la question de la carte citoyenne et de est-ce qu'on finalement on risque pas de remplacer les élus, moi je pense pas, c'est-à-dire que en tout cas nous dans Démocratie Ouverte on est vraiment pas contre le principe d'avoir des représentants et on s'appelle pas démocratie directe, on s'appelle démocratie ouverte et dans laquelle du coup il y a certaines choses qui peuvent se faire de manière plus directe, une participation qui peut être plus directe à certains endroits, mais c'est très important d'avoir des élus d'une part pour impulser des choses, pour créer des dynamiques et on le voit dans les expérimentations qu'on mène, quand on a des élus qui sont porteurs, et c'est le cas avec toi Charles, et c'est le cas sur d'autres territoires, ça peut tout changer d'avoir des élus qui impulsent, qui lancent des projets, des initiatives, etc. Donc ça c'est un rôle essentiel et c'est important aussi d'avoir des élus qui derrière prennent la responsabilité et assument les décisions.
Si on prend l'exemple des conventions citoyennes, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment fait votre travail jusqu'au bout, parfois jusqu'à rédiger des propositions de loi, des choses sous forme, avec un comité légistique qui a pu vous aider à construire des choses sous forme de loi, mais derrière vous dites, les lois, ce n'est pas à nous de les voter, c'est au Parlement ou aux citoyens en direct si jamais il y a du référendum, et ce n'est pas à nous de faire en sorte de les appliquer, c'est le gouvernement qui doit être dans l'exécutif, et donc il y a besoin des deux, il y a besoin de plus de place aux citoyens, mais ça ne remet pas en cause la place des élus et de la démocratie représentative, bien au contraire, ça vient pour moi la renforcer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une légitimité des élus qui est de plus en plus attaqué. On le voit avec le taux d'abstention, on le voit avec des chiffres. Il y a un sondage qui est fait tous les ans par le Cevipof. Je crois que c'est 79% des Français qui disent ressentir de la défiance ou du dégoût envers la politique, 74% des Français qui disent qu'ils pensent que le personnel politique est corrompu, 85% qui pensent que les élus ne se soucient pas de leurs problèmes. Donc on voit qu'il y a quand même un énorme niveau de défiance envers les institutions et les élus. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on renoue la confiance. Et pour renouer la confiance, il faut pouvoir avoir confiance dans un dispositif, une manière de prendre la décision. Et donc la confiance dans le processus de prise de décision, c'est quand on a de la transparence et un processus clair dans lequel les citoyens peuvent participer. Et donc on ne demande pas aux citoyens d'avoir uniquement confiance dans une personne en disant votez une fois tous les 5 ou 6 ans, et puis si jamais vous n'avez pas aimé, vous voterez pour quelqu'un d'autre le coup d'après. Merci. En complément, parce que la question m'était posée aussi, et puis il y en a une qui est un peu liée que j'ai vue dans les discussions sur finalement, est-ce qu'en situation d'urgence, s'empêtrer avec des citoyens, voilà, est-ce qu'on ne va pas provoquer de l'inertie dans des situations d'urgence? Alors d'abord dire que la démocratie représentative, enfin, je pense qu'aujourd'hui on est davantage. J'ai l'impression qu'on a perdu Charles. On a perdu Charles, du coup, on ne va pas pouvoir répondre on m'entend pas? Si, sans ta vidéo, on t'entend, vas-y. Alors, j'enlève ma vidéo. Je disais, on est plus dans une démocratie de la délégation que dans une démocratie représentative. C'est-à-dire que finalement, la nature du contrat qui nous lie, elle s'est complètement estompée. Et du coup, c'est plutôt dormez tranquille, je m'occupe de tout pendant 5 ans. Voilà, je caricature évidemment à gros traits, mais ce qu'il faut, c'est réinstaurer, comme le disait Armelle, cette confiance. Et donc, ça invite un changement de posture et de rôle de l'élu. Et en fait, c'est une question qu'on n'a jamais le droit de poser, finalement. En disant ça, on s'attaquerait à quelque chose qui serait sacro-saint et qui aurait… Voilà, moi, je crois que l'élu peut avoir une autre position tout aussi passionnante. Il ne va pas perdre, il va gagner autre chose. C'est d'être la chambre d'écho de ce que des gens sont en train de faire, d'être la chambre d'écho de l'intelligence collective, d'être celui qui crée des liens entre ce que des gens sont en train de faire au nom de l'intérêt général. Être l'animateur de tout ça et le garant de l'intérêt général, c'est passionnant. C'est tout aussi passionnant que de se retrouver, c'est même plus passionnant que de se retrouver tout seul à prendre une décision dans un bureau parfois éloigné d'une réalité. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Je fais un grand trait. Et donc, je crois qu'il y a au contraire un intérêt aussi pour l'élu de se retrouver dans une autre manière de faire. Et puis, sur la question de l'urgence, en fait, la question, c'est la légitimité de la décision. Et bien sûr qu'il y a des moments d'urgence où la décision peut se prendre sans un processus de concertation. Mais elle risque de ne pas être légitime s'il n'y a jamais de processus de concertation. Si on a le sentiment finalement que tout se décide à un endroit, à un instantané, sans l'enrichissement, la contribution citoyenne. Et puis dernier point, on ne participe pas à tout le temps. Voilà, on n'est pas on va participer parfois à des sujets qui nous intéressent particulièrement et on ne va pas forcément décider, on va préparer, on va délibérer. Ce qui est central, c'est le fait de délibérer. La décision, elle relève de l'institution, c'est dans nos règles aujourd'hui, mais je crois qu'on peut vraiment changer ce rôle-là et que c'est très attendu et que je crois que ça fonctionnerait beaucoup mieux pour tout le monde si c'était le cas. Merci Charles, merci à tous les trois. On va conclure cet atelier sur la démocratie participative qu'on pourrait poursuivre encore longtemps. Alors, si on a manqué de temps pour répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à les envoyer à nouveau sur le chat ou directement à
contact@pdl2021.fr. On y apportera des réponses. On n'hésitera pas à solliciter nos intervenants pour des compléments de réponses pour aussi poursuivre ces échanges, parce que la démocratie permanente, c'est aussi des échanges permanents. Et c'est aussi modifier nos postures, modifier nos croyances, aller vers l'inédit et l'inconnu. Alors, pour conclure cet atelier, une petite question à chacun des participants. Si demain, vous étiez vice-président au Renouveau démocratique à la région des Pays de la Loire, quelle serait votre première mesure? Et je vais commencer avec Charles, même si tu restes au Centre-Val de Loire. Hein, mais... Ouais. Alors, je vais tricher, j'en fais deux. La première, c'est que je pense qu'il faut poser la question de la démocratie. Même si, évidemment, ça peut paraître abstrait, mais je crois que faire le diagnostic de l'état démocratique, comment chacun perçoit la démocratie, tant dans l'administration, je le disais tout à l'heure, qu'avec des citoyens de la région, c'est une façon de retourner aussi le sujet et pas de partir d'une seule offre, mais bien de l'interrogation que peuvent avoir les uns les autres, ou les propositions d'enrichissement. Et puis ma deuxième proposition, parce que je n'ai pas développé ça ce soir, mais pour moi c'est central, la démocratie, ce n'est pas que le pouvoir de décider, c'est aussi le pouvoir de faire, le pouvoir d'agir. Et donc, si j'étais vice-président de votre région, je mettrais en place un dispositif de soutien aux initiatives citoyennes coopératives, parce qu'il faut que ça entraîne du faire ensemble, et j'apporterai je montrerai comment finalement il y a des tas de gens qui sont déjà en train de changer le monde, et que si on en était la chambre d'écho, peut-être qu'on accélérerait les transformations qui sont nécessaires d'être faites aujourd'hui. Merci Charles. Armelle, quelle serait... Il y a Armelle qui te dit bonjour. Pardon. Ma première mesure, ça serait d'organiser un séminaire pour en fait repenser complètement le fonctionnement des prises de décision au sein de la majorité elle-même. Et du coup, on oublie souvent, en fait, on pense souvent à la démocratie comme si l'institution était un bloc et puis c'est institution par rapport aux citoyens. Mais en fait, au sein de l'institution, il y a aussi des jeux de pouvoir et une gouvernance qui est parfois compliquée. Et donc, je ferai vraiment en sorte qu'il y ait des nouveaux modes de prise de décision entre élus qui se passent et que ça ne soit pas centralisé autour d'un président et puis des vice-présidents qui ont du mal à exister, puis les autres élus qui ne savent même pas exactement ce qui se passe, où ça se passe, comment ça se passe, pour que déjà au sein de la majorité, il y ait un mode de fonctionnement et un mode de prise de décision qui soit beaucoup plus issu de la gouvernance partagée. Et pareil avec l'institution et l'administration pour essayer de repenser, de réorganiser les services pour aller vers une administration qui, elle aussi, fonctionne de manière beaucoup plus démocratique. Je commencerai par là parce que si jamais on réussit à faire bien fonctionner ça en interne, derrière, on peut dérouler des choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus rapidement aussi en externe. Merci. Mélanie? Alors moi, je vais conclure, je suis la dernière. Moi, je suis persuadée que les actions viendront de la base et des citoyens. Donc, je mettrai en place des conventions citoyennes sur les compétences du conseil régional tous les 2 ans. Alors, il faudra prévoir un petit budget afin de consulter les Ligériens sur tout ce qu'ils veulent pour leur région. Ça permettrait à chaque citoyen tiré au sort d'agir comme l'ont fait les citoyens de la Convention citoyenne, c'est-à-dire de se saisir du sujet présenté, puis de partager avec les autres les citoyens ligériens. Ces conventions seraient suivies de votes en ligne afin de faire valider les propositions par l'ensemble de la population des Pays de la Loire. Moi, ça crée du lien entre les citoyens et ça permet de tout aplatir et de tout repartir de la base et pas toujours du haut de la pyramide. Merci à tous. Merci à vous pour ces échanges inspirants. Merci aussi aux participants pour leurs questions et puis pour leurs remarques. Cet atelier sera disponible en replay sur YouTube, sur SoundCloud, également sur la page Facebook. Les prochains ateliers porteront sur l'égalité femmes-hommes, sur l'alimentation, sur l'agriculture, sur la relocalisation de l'économie, qui est aussi une grande compétence aussi de la région. Voilà, c'est un beau programme en perspective sous ce format aussi court. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je le redis, vous pouvez signer l'appel et le lien, il est disponible dans le chat. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Maintenant, vous pouvez passer directement sur la 2 pour écouter d'autres paroles inspirantes, celles de Barack Obama. Je vous souhaite une belle soirée, à bientôt et merci à tous les 3.